Bien le bonjour à tous. Eh bien, cette petite vidéo est la suite de la vidéo qu'on a fait sur le secret de la chambre de la reine, qui était dans la pyramide de Khéops. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la chambre qui se trouve dans la pyramide de Képhren. La pyramide, donc juste à côté, la deuxième pyramide du plateau de Gizeh, quasiment aussi grande que la première. En ce moment, elle défraie un peu la chronique, parce que des chercheurs italiens auraient publié une étude suggérant qu'il y aurait sous cette pyramide des couloirs gigantesques qui descendraient à 1 kilomètre de profondeur, etc., etc. À coup de conférences de presse. Bien sûr, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout les moyens de vérifier ce qui a été expliqué dans cette conférence de presse. Et puis, il y a une étude qui est publiée en 2022, a priori par ces mêmes personnes. Cette étude de 2022, je l'ai parcourue. Elle suggère qu'il y aurait des chambres autres dans les pyramides, ce qui est tout à fait possible. Mais on n'a aucun moyen d'aller vérifier ce qui est annoncé dans ces publications parce que les outils employés sont tout simplement pas à notre portée. C'est tout le contraire de ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que tout ce que je vais vous mettre là est accessible pour tout le monde. Les dimensions des chambres, les calculs sont simples à faire, les textes que je vais vous montrer sont facilement trouvables sur Internet, je vous mettrai des liens d'ailleurs pour en trouver quelques-uns. Donc tout est vérifiable. Et moi, j'aime bien que la science soit quelque chose d'universellement accessible à tous. Et à partir du moment où une science devient tellement technique que seulement une petite quantité de personnes y ont accès, eh bien, je suis un peu méfiant. Voilà. L'introduction étant faite, nous allons faire une petite émission, une petite conférence sympa, d'une demi-heure à peu près, sur cette chambre dont on parle assez peu. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, vous l'avez lu à l'écran, cette chambre, en fait, elle n'est pas constituée d'un empilement de blocs. Elle a été taillée, en fait, sous la pyramide, donc en fait, elle est sous le niveau de la pyramide, et les seules parties qui sont des blocs appareillés, c'est le toit. Le toit, c'est un ensemble de chevrons en calcaire qui pèsent chacun peut-être une dizaine de tonnes chacun, mais le reste, c'est des murs qui ont été creusés dans le sol, dans le calcaire, sur une profondeur de plus de 5 mètres. Donc voilà, c'est la première chose qu'il faut noter, et c'est assez rare, il y a assez peu de chambres qui sont faites comme ça dans les pyramides. Sur la photo que vous avez ici, vous apercevez le coffre de la chambre de Képhren, qu'on appelle aussi sarcophage. Il est entouré de blocs de granit gigantesques. On ne les voit pas, mais ils descendent encore dans le sol. Chacun des blocs de granit qui l'entourent peut peser plusieurs tonnes, hein. Le plus gros doit peser au moins 5 ou 6 tonnes. Donc voilà ce que vous avez là. Et en fait, le niveau du sol, le coffre était enfoncé jusqu'au sol. C'est-à-dire que le couvercle était l'équivalent d'une dalle de carrelage, si vous voulez. Voilà telle qu'était cette chambre. Et donc elle a été décaissée à la recherche de trésors au cours du 19e siècle. On va en reparler. Voici un plan donc, de ce que je vous explique vu de profil, réalisé par Gilles Dormion. Donc on y voit très bien en fait Gilles Dormion aujourd'hui, lorsqu'il y est allé, il constate que la chambre est décaissée sur à peu près les 2 tiers, jusqu'au niveau de ces gros blocs de granit qui sont tellement lourds que pour les décaisser, c'est pas possible. Il faudrait avoir des treuils, des pistons, des vérins, parce que chaque bloc fait 5 ou 6 tonnes, et ils sont enfoncés dans le sol, donc pour les décaisser, eh ben, ça n'a pas été possible. Donc ce qui a été décaissé, ce sont les blocs de calcaire plus petits jusque-là, à la recherche d'un autre sarcophage éventuel. Voici pour les éléments de cette chambre. Alors, le premier à être rentré à l'intérieur, à l'époque, je dirais, moderne, scientifique, dont nous avons un texte, c'est Belzoni, en 1818. Et Belzoni, donc, il est rentré, il a réussi à retrouver l'entrée de cette chambre, et il est rentré, et il écrit un certain nombre de choses, et il écrit notamment euh, que de gros blocs de granit entourent le coffre comme pour l'empêcher d'être enlevé. Effectivement, on pourrait pas le sortir facilement. Il dit le couvercle avait été cassé sur le côté, en sorte que l'intérieur est à moitié ouvert. Voilà. Et il dit qu'il a recherché à l'intérieur, il a gratté, voir ce qu'il y avait dedans. Il a trouvé de la terre, des cailloux et quelques ossements, dont on apprendra plus tard qu'il s'agissait probablement d'ossements de bœuf. Voilà.
pas des ossements humains. Il faut le savoir. Ce qu'on sait très peu, par exemple, c'est que sur le site de Saqqara, des dizaines de milliers de momies d'animaux ont été trouvées. Des quantités astronomiques. C'est peu connu. On a trouvé plus de momies d'animaux sur le site de Saqqara que de momies humaines. Il faut avouer que ça, on le sait pas, et on devrait le savoir. Ça devrait être mis en avant autant que le fait de retrouver des momies humaines. Donc voilà ce que dit Belzoni. Voici une gravure réalisée par Belzoni. Alors Belzoni, sur la gravure, on voit très bien qu'à l'époque où il rentre, le dallage est toujours présent, et que le couvercle est posé sur le coffre, en travers, en diagonale si vous voulez. Et tel qu'il est dessiné, le couvercle n'est pas cassé, contrairement à ce qu'il décrit dans le texte. Quelques 20 ans plus tard, Perring, un Anglais, entre à l'intérieur, réalise des plans de la pyramide, et il constate que le couvercle est toujours posé sur le coffre, sur la diagonale, on le voit très bien ici sur son schéma, il est tourné sur la diagonale du coffre, et par contre, on a un décaissement qui existe, parce que la partie plus grise, plus foncée ici, correspond à un décaissement qui a été fait entre Belzoni et Perring. La chambre avait été visitée avant, puisqu'il y a des inscriptions arabes à l'intérieur. C'est ce qui fait dire à Belzoni que la chambre avait été probablement pillée. On va y revenir parce que c'est pas certain qu'elle fut pillée. Du moins, le coffre. Donc voilà pour ce que nous donne Perrine comme information. Voici une photo du coffre. Alors aujourd'hui, le couvercle a été redressé, exposé pour que ce soit plus joli. Donc on voit très bien le coffre. Alors il faut savoir que le coffre pèse environ 5 tonnes. Le couvercle pèse environ 1,9 tonnes. Quasiment 2 tonnes. Le poids quasiment 2 voitures. Juste le couvercle. Et autour, les blocs de granit, voyez-vous là, qui eux, là, pour celui-ci par exemple, il est bien plus lourd que le coffre. Il doit faire peut-être pas loin de 8-9 tonnes. Il faudrait avoir les dimensions exactes, mais les blocs de granit autour sont tels que le coffre, il est coincé. Alors il y a une autre personne qui a écrit un texte dessus, c'est Howard Weiss, et lui ce qu'il écrit est assez étrange, parce qu'il écrit il écrit que Belzoni aurait découvert le sarcophage déplacé de son emplacement initial, avec un passage descendant d'une longueur considérable, ouvert en dessous, ce qui n'aurait pas pu être réalisé lorsque le sarcophage était à sa place. Donc il écrit quelque chose qui n'est pas du tout ce que raconte Belzoni, et qui ne correspond pas du tout à ce que décrit Belzoni sur son dessin, à ce que décrit Perring sur son dessin et dans son texte. Donc Howard Weiss, visiblement, en 1837, il raconte quelque chose qui n'est pas la réalité. Et il justifie ensuite, on voit bien que Howard Weiss, son souci, c'est de dire que dans la plupart des tombes, comme dans les pyramides, les sarcophages ont été enlevés et des fouilles ont été pratiquées en dessous, autour, à la recherche de trésors, donc on ne trouve pas de momies. Si vous voulez, le texte de Howard Weiss, ici, il est trompeur, c'est une fake news. Clairement, ce qu'il dit est faux. On le voit bien avec les descriptions des auteurs qui le précèdent et qui arrivent juste après lui. C'est important de le savoir parce qu'il y a des gens qui attribuent à Howard Weiss la découverte des hiéroglyphes, soi-disant, de Khéops dans la chambre haute. Donc quand on voit comment il traite certaines informations, on peut il est légitime d'être un peu méfiant. Voilà. Juste cette parenthèse. Gilles Dormion, donc le plus récent, a fait une publication dans les années 90 où il dit clairement que lui, il a pu vérifier, il dit il est parfois écrit que le couvercle du sarcophage était brisé, et il dit c'est faux, car il est intact. Nous en sommes assurés sur place, et le dessin de Belzoni, qui est assez précis, montre que lorsqu'il découvrit la chambre, le couvercle était simplement ripé sur le côté. C'est également ce que constate Perring. Donc ça, on en est maintenant certain. Le couvercle était juste glissé sur la diagonale du coffre. Il n'était pas cassé. Et c'est important, très important. Parce que ce coffre présente un mécanisme de fermeture très particulier. Et ça, c'est Gilles Dormion qui a attiré l'attention là-dessus de manière très très poussée.
Pétri l'a fait aussi, on va y revenir. Et c'est important. Ce que Gilles Dormian explique, c'est que il y a des rainures du coffre, ici, et sur les côtés qui sont identiques, qui font qu'on vient glisser le couvercle, et une fois qu'il est glissé, il y a des petites clavettes, des trous ici, avec des clavettes qui peuvent être par exemple en bronze ou en cuivre, et qui lorsque le couvercle est glissé, les clavettes descendent, juste dans les trous. Et ça vient verrouiller le coffre. Vous ne pouvez pas le soulever en hauteur, vous ne pouvez pas le tirer en arrière. Le couvercle est condamné. Le seul moyen d'ouvrir, c'est de casser. Or, le couvercle n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. Je vous montre un autre plan ici, donc un autre plan de Dormion, et il écrit clairement dans son ouvrage, bref, d'une façon ou d'une autre, il est absolument impossible d'ouvrir ce type de sarcophage sans endommager le couvercle. Or, celui de Kephren est ouvert et intact. La conclusion est alors inéluctable, le sarcophage de Kephren n'a jamais été fermé. Alors il y a des gens qui disent oui, mais il a sûrement été ouvert parce que peut-être que quelqu'un a repéré les clavettes, les aurait par exemple sciées, et puis aurait pu faire glisser le couvercle, par exemple. On va voir que non, ce n'est pas possible. Vous avez un autre dont Petri en parle également, et Petri, lui, ce qu'il dit est assez contradictoire. Il dit, en ayant étudié le coffre, il voit bien, il a vu ces rainures, et il dit que ce procédé garantit que le couvercle ne pouvait être retiré sans être brisé. Et ce système a parfaitement fonctionné, le couvercle n'a jamais été retiré. Mais d'un côté, il dit, c'est assez bizarre dans le texte pourquoi c'est aussi contradictoire, parce que il rajoute que sur le côté, alors il y a une rainure du coffre qui contient un petit fragment de ciment. Et pour lui, ce fragment de ciment, il sert en fait à montrer que il dit quoi? Il dit le couvercle a été scellé dans les rainures avec du ciment et qu'il n'a jamais été glissé vers l'arrière. Sans quoi ce fragment fragile aurait été effacé. En fait, ce scellement, pour lui, il devait servir techniquement, potentiellement, à empêcher de faire vibrer le couvercle. Et donc, une fois qu'il est installé avec ses clavettes et ses rainures, et qu'il y a un peu de ciment dans les joints, on peut plus le faire bouger. Il faut savoir que ça fait 2 tonnes. Hein. Donc, ça devient ultra compliqué de faire quoi que ce soit. Et parvenir à scier les clavettes en glissant une lame de scie dans la rainure, il faut savoir que il y a moins de 2 millimètres d'épaisseur. D'après le plan de Dormion, la tolérance, c'est moins de 2 millimètres. Donc, aller glisser une lame sur moins de 2 millimètres, c'est chaud hein, de scier. Votre lame, si elle accroche quelque part, vous pouvez pas, vous êtes coincé. Si vous avez déjà essayé de couper du bois avec une scie, vous apercevez très vite que dès que vous déviez un peu, que votre scie se déforme et que vous êtes entré dans la matière, en fait, votre outil se coince. Donc c'est quasiment difficile, voire impossible de faire ça. Et de toute évidence, si quelqu'un avait voulu briser, enfin ouvrir le coffre, vous arrivez devant, vous n'allez pas commencer à chercher une galère. Alors comment je démonte le truc? Si vous voulez l'ouvrir, vous cassez, c'est le plus simple. Prenez une masse et puis vous cassez. Et surtout, si vous réussissez à enlever le couvercle, vous le faites glisser, vous l'enlevez. Vous n'allez pas le reposer dessus sur la diagonale. Parce qu'en fait, vous le glissez, vous le dégagez entièrement. Mais après, pourquoi vous faites un effort pour venir le remettre dessus sur la diagonale? Non, si quelqu'un a enlevé le couvercle, il l'enlève, point, il fouille s'il y a dedans et il laisse ça en plan. Donc, c'est quasiment sûr que ce couvercle n'a jamais été fermé. Tout a été préparé. Il y avait même de la résine au fond des trous pour les clavettes, qui servait à coller les clavettes. Il y avait du ciment qui avait été mis sur les joints, mais visiblement, cela n'a jamais été mis en place. Tout a été préparé, jamais installé définitivement. Voilà déjà ce qu'on peut conclure sur ce coffre. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est cette préparation minutieuse et la position du couvercle sur la diagonale indique-t-elle que nous sommes en présence d'un rituel et non d'un tombeau du pharaon Khéphren? C'est une question, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, parce que pour moi, le couvercle placé sur la diagonale, c'est pas neutre. Voilà, c'est symboliquement, la diagonale est quelque chose qui renvoie
à quelque chose d'inaccessible, d'irrationnel, puisque la diagonale c'est irrationnel, la diagonale du carré est irrationnelle, c'est un nombre irrationnel. Donc c'est quelque chose qui nous renvoie à quelque chose de au-dessus de nous, si vous voulez. C'est symboliquement important. Bon, maintenant qu'on a fait cette introduction, on va rentrer dans les dimensions et proportions de cette chambre, parce que là, il y a des choses assez étonnantes. Donc voici un plan général de Dormion, avec le plan de côté, le plan de dessus, et un autre plan de côté, cette fois-ci en coupe sur la largeur, où on voit bien le toit, voilà, sur lequel se trouvent les chevrons. Alors, au niveau des dimensions, celles de Gilles Dormion sont à mon avis un tout petit peu arrondies, simplifiées. Petri, lui, a fait des mesures qu'il n'a pas arrondies, il donne les données brutes. Et moi, je préfère travailler avec les données brutes parce que je méfie toujours des plans quand les auteurs tentent de faire coller des coudées, 2 par-ci, 5 par-là, 20 par ici. Du coup, ils ont tendance à arrondir leurs mesures. Voilà, donc je préfère prendre les données brutes de Petri. Même si celles de Dormion sont assez intéressantes, on va partir sur celles de Petri qui sont plus précises, ce sont des données brutes. Alors, voici la largeur de la chambre, d'après Petri, 4,97 m et 5 mm en gros. Et la longueur de la chambre, 14 mètres, 16 cm et 5 mm à peu près. Alors, quand j'ai vu ça, moi, la première chose que je me suis dit, mais c'est marrant, c'est presque 5 mètres de large et presque 14 mètres 14 de longueur. Et ça aurait été très drôle parce que si vous avez un carré de 5 mètres, que vous en tracez la diagonale, donc vous multipliez par racine de 2, vous faites ça 2 fois, vous obtenez 14 mètres 14. Donc ça aurait été drôle parce que si ça avait été 5 mètres et 14 mètres 14, on aurait pu dire exactement comme dans la chambre haute de la pyramide de Khéops, le fait qu'on ait un périmètre qui fait 31 416 mètres, le nombre pi en mètres, on peut dire très clairement que le périmètre de la chambre haute de la grande pyramide nous indique clairement l'usage du mètre, relié à un nombre irrationnel qui est le nombre pi. Ici, on aurait pu avoir peut-être une connexion entre la racine de 2 et le nombre et le mètre. Je pense qu'on ne l'a pas, parce que tout de même, on a quand même un écart qui n'est pas négligeable. Quand on fait le calcul, on tombe à 14 mètres 07, on a presque 9 cm d'écart. Compte tenu de la précision égyptienne, ça me semble trop, donc ça ne va pas être ça. Mais on va voir que le mètre est peut-être bien caché quand même là-dedans. Globalement, ce qu'on peut envisager, c'est qu'il s'agit ici de 27 coudées, et ici 9,5 coudées. Au passage, 6 yards mégalithiques, ça marche aussi là pour la largeur. C'est-à-dire que 6 yards mégalithiques et 9,5 coudées, c'est quasiment pareil, hein. On a 2 mm d'erreur sur la largeur de la chambre. Juste pour information, c'est juste pour vous rappeler que les Égyptiens connaissaient les mesures mégalithiques, hein. J'ai fait pas mal de vidéos où j'en parle, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On va partir uniquement avec les coudées, et on va étudier un petit peu cette chambre. Alors ce que vous avez ici, c'est le couloir d'accès. La position du couloir d'accès se trouverait à peu près à 20 coudées. Voilà, à peu près. Mais la largeur du couloir et la distance entre le couloir et le mur ne sont pas des nombres de coudées en entier. Ici, dans le mur, on a mis 2, mais je pense qu'il n'y en a pas 2, il y en a moins. Ici, il en a mis 5, mais il y en a plus que 5. On est très au-dessus de voilà, il y a un problème. Et c'est important, parce que ces petits détails sont importants. La largeur ici, c'est la largeur entre l'axe du couloir et le mur. On a 3,16 m. Et ce qui est intéressant, c'est que la longueur entre l'axe du couloir et l'autre mur, c'est 11 mètres. Précisément 10,99 m, 9 mm, 5 dixièmes de millimètre. Enfin bref, 11 mètres, d'après le plan de Petri. On a donc ici un nombre entier de mètres, et le fait de trouver 11 mètres, c'est important. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez 11 mètres et 21 coudées royales. Autrement dit, sur cette longueur, vous avez un nombre entier de mètres et de coudées. Cela vous indique le rapport 11 sur 21, qui est le rapport entre le mètre et la coudée, le rapport, on va dire, rationnel, avec des nombres entiers, qui vaut 52,38. Et là, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite sur
le secret de la chambre de la reine. Parce que la chambre de la reine, son demi-périmètre, c'est 11 mètres par 21 coudées. Le demi-périmètre de la chambre de la reine, c'est exactement 11 mètres par 21 coudées. On retrouve le même nombre, la même association du mètre et la coudée. Voilà. Ça, waouh, c'est un truc intéressant. Ne pas perdre de vue. Étudions maintenant plus en détail en partant uniquement des mesures en coudées. Le périmètre, du coup, c'est 73 coudées. 27 plus 2 fois 9,5, ça fait 73. Et 73, c'est un nombre clé dans l'astronomie des Mayas. En effet, les Mayas, ils avaient deux systèmes de calendrier qu'ils appelaient le Tzolk'in et le Ab. Et en gros, il fallait 73 Tzolk'in pour faire 52 Ab. Le Tzolk'in, c'était 260 jours. C'est un nombre de jours qui est lié au cycle des éclipses. Et 365, c'est le nombre de jours d'une année. Et chez les Mayas, ces deux systèmes de comptage étaient sacrés. Et le rapport entre les deux était 52 par 73. Donc ça, c'est juste ça a attiré mon attention. Je me suis dit, 73, c'est peut-être pas banal. Parce que c'est un nombre qui, d'un point de vue universel, pourrait être relié à quelque chose que tous les peuples de la Terre qui étudieraient l'astronomie pourraient retrouver par déduction en étudiant le ciel. Moi, je pense que ça va plus loin qu'une déduction, hein. Je pense qu'il y a des connaissances qu'on diffusait, mais on peut aussi envisager que ce soit déduit à partir du ciel. Bon, maintenant, voyons voir ce que ça nous donne tout ça. Si je prends cette partie en rouge, c'est-à-dire le périmètre moins un petit côté. Donc ce périmètre en rouge, là, qui est pas complet, il mesure 63,5 coudées. Et si je fais le rapport entre 63,5 et 9,5 coudées, voici ce que j'obtiens. J'obtiens 6,6842 ou la fraction 127 sur 19. Et là, c'est une bombe. Pourquoi? Parce que déjà, si je multiplie ce nombre par 2 là, 6,6842, si je le multiplie par 2, j'obtiens 13,364. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur la chambre de la reine. Il s'agit du nombre de fois où la Lune fait le tour de la Terre chaque année. Je le redis. Chaque année, la Lune fait 13,368 fois le tour de la Terre chaque année. Donc retrouver ce rapport-là aussi précis, c'est pas une coïncidence. Pour petite information, vous irez vous amuser sur Google Earth, vous mesurerez la distance entre le sommet de la grande pyramide de Khéops et le pôle Nord. Et vous allez trouver 6684,2 km exactement. Vous allez trouver 6684,2 km exactement entre la pyramide de Khéops et le pôle Nord. Ça, c'est quelque chose que Éric Le Saint avait découvert. Et moi, j'avais constaté et rappelé. Il avait vu cette distance-là, il avait repéré la surface d'un cercle de ce rayon-là sur la Terre. Et moi, ce que j'ai vu ensuite, c'est que ça, c'était exactement la moitié de la période, enfin du nombre de fois où la Lune fait le tour de la Terre. Et que donc, très clairement, ce nombre-là est lié à la Lune. Et donc le fait de le retrouver ici, c'est fondamental, c'est une clé. Et en fait, si je faisais 63,5 divisé par 9,5 divisé par 2, j'obtiendrais cette fraction-là, 254 sur 19, qui est le cycle de mes temps. En fait, ce que vous avez de caché ici, c'est le cycle de mes temps. Le cycle de mes temps, ça veut dire que en 19 années terrestres, quand la Terre a fait 19 fois le tour du Soleil, eh bien la Lune, elle a fait 254 fois le tour de la Terre, et ce sont des nombres entiers. Ok? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est fini par tomber sur un calage en nombre entier. Parce que la Terre, elle, on sait bien, elle fait 365 jours, plus un quart de jour, enfin même pas tout à fait, c'est 0,24 jours, etc.
La Lune, c'est pareil, elle fait 27,32 jours pour faire le tour de la Terre, donc c'est pas des nombres entiers. Mais quand on les combine et qu'on les mouline, au bout d'un moment, au bout de 19 ans, on a également 254 fois où la Lune a fait le tour de la Terre. On peut le présenter autrement. Si vous êtes né un jour de pleine Lune, eh bien 19 ans plus tard, il y aura une pleine Lune, par exemple. Alors, voilà, la Lune fait 254 fois le tour de la Terre en 19 ans, mais en même temps, il y a 235 lunaisons, c'est-à-dire 235 pleines lunes, en 19 ans. C'est-à-dire que ce cycle de Méton, il est très particulier parce que la Lune, les pleines lunes, c'est tous les 29,53 jours, mais la Lune, elle fait le tour de la Terre un peu plus vite. Et il se trouve qu'en 19 ans, on arrive à synchroniser ces trois choses-là, ces trois phénomènes, avec des nombres entiers. Et c'est pour ça que dans le cycle de Méton, 254, 35 et 19, c'est des nombres clés. Maintenant, on va parler du Saros. Alors, le Saros, qu'est-ce que c'est? Le Saros, c'est un cycle de 223 pleines lunes. Et en fait, après ce cycle, à chaque fois que vous avez un cycle de 223 pleines lunes, on va retrouver approximativement la même configuration d'éclipse entre le Soleil, la Terre et la Lune. Ça veut dire qu'on aura la même éclipse. C'est un cycle qui fait revenir les positions au même système d'éclipse. Donc là, regardons ça, c'est assez curieux. La largeur de la chambre, on a vu un petit peu moins de 5 mètres, la longueur, un petit peu plus de 14 mètres. Quand je fais le rapport entre les deux, j'obtiens 2,847. C'est le rapport entre la longueur et la largeur. Maintenant, si je prends mon périmètre en rouge de 63,5 coudées, que je le divise par 223, qu'est-ce que j'obtiens? 2,847. J'obtiens le même nombre. C'est assez curieux, hein? C'est assez curieux. Je pense pas que ce soit une coïncidence. Très clairement, on a des choses qui sont dimensionnées, encodées autour des cycles de la Lune. Mais pas seulement, vous allez voir. Cette chambre, ses proportions, donc on a dit qu'on avait 73 coudées pour le périmètre, mais si on prend les deux grands côtés, ça fait 27 plus 27, 54. Si je prends les deux petits côtés, 9,5 fois 2, ça fait 19. Maintenant, nous allons poser quelques nombres astronomiques clés que les Mayas connaissaient. Par exemple, la période synodique de Vénus, c'est 584 jours. Ça veut dire que tous les 584 jours, Vénus revient à la même position dans le ciel pour nous observateurs. Ce serait l'équivalent de la pleine lune, si vous voulez. La période synodique de Saturne, 378 jours. La période synodique de Jupiter, 399 jours. Et bien maintenant, regardez ça. Si je divise 584 par 73, qu'est-ce que j'obtiens? Un nombre entier, 8. Alors avec la Terre, évidemment, 365 divisé par 73, un nombre entier, 5. Maintenant, la période synodique de Jupiter, divisé par 19, j'obtiens quoi? Un nombre entier, qui est 21. Et enfin, avec Saturne, je divise la période synodique de Saturne par 54 et j'obtiens 7, un nombre entier. Ça, c'est pas banal. Ça nous renvoie vraiment à ce qu'on aurait pu... ça ressemble être je dirais, les prémices de la machine anticythère, cette fameuse machine, a priori conçue par les Grecs avec des engrenages qui permettraient de positionner la Lune et les planètes. Très clairement, ici, on a les prémices de tout ça. On en a les prémices. Et on sait que les Égyptiens étaient très soucieux de ces cycles astronomiques. Il n'y a pas beaucoup de textes qui en parlent, mais il y en a quelques-uns quand même qui l'évoquent. On sait qu'ils avaient un souci majeur de conserver des périodes qui permettaient de relier la Lune et les cycles de la Terre, du Soleil, autrement dit. Et du coup, ils avaient une connaissance de la durée des pleines lunes qui était d'une précision quasiment moderne. Revenons un petit peu maintenant aux mesures de cette chambre, parce qu'elles nous donnent d'autres informations qui sont absolument capitales.
Ici, j'ai tracé un axe qui est l'axe du mur à droite du couloir. Autrement dit, cette portion-là, donc ça, je rappelle, c'est les dimensions de la chambre. Alors, le rapport entre ces deux dimensions, on l'a vu tout à l'heure, 2,847. Mais le rapport entre cette dimension-là et la dimension ici, là, c'est le même. Enfin, à 1 millième près. Ça veut dire à 1 millimètre près, c'est le même. Ça, c'est pareil. Je pense que c'est pas banal. Je pense que ça, c'est volontaire. On a volontairement positionné ce couloir pour présenter ce rapport identique à celui de la chambre. J'en suis absolument sûr de ça. C'est pas fait au pif. Deuxièmement, le périmètre de ce rectangle jaune, lui, en mètres, il vaut 17,31 mètres, ce qui vaut racine de 3 fois 10. 10 fois racine de 3 en mètres. C'est drôle, parce que là, du coup, on a l'impression de mesurer en mètres. Racine de 3, qui est un nombre irrationnel, je vous le rappelle, mais qui est largement employé. Et sur le plateau de Gizeh, on sait que la longueur du plateau de Gizeh, c'est 1732 coudées, autrement dit, racine de 3 fois 1000. En coudées, mais là, c'est en mètres. Et pour petite chose amusante, la diagonale de la chambre mesure 15 mètres à 1 centimètre près. Rappelez-vous, nous avions ici 11 mètres entre le centre du couloir et le mur là, on a 11 mètres pile. Voilà, juste pour curiosité. Maintenant, je reviens, voilà, je suis allé un peu vite. Sur cette diapo, on va s'intéresser cette fois-ci au centre du couloir. Entre le centre du couloir et le mur, on a un peu moins, on a 3,16 m et en gros 5 mm. Je vous rappelle que la largeur de la chambre, c'est 4,97 m et 5 mm. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que le rapport entre la largeur et la longueur ici, c'est 11 septièmes, pi sur 2. Autrement dit, c'est le rapport qu'il y a entre la base de la grande pyramide et sa hauteur. Ça veut dire que je pourrais tracer ici, là, si je considère que ça c'est la base de la pyramide, eh bien je pourrais tracer, hop, le profil de la grande pyramide. J'ai le rapport 11 septièmes, pi sur 2 qui est présent ici. Ça aussi, c'est intéressant. C'est absolument pas une coïncidence, hein. On a clairement positionné le couloir, dimensionné le couloir pour avoir ces rapports que je viens de vous montrer. Et ces petites erreurs que l'on pense, on se dit ouais, c'est sûrement 5 coudées. Non, 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 non. On a fait une correction, une adaptation pour avoir ces nombres-là. C'est pas que les Égyptiens n'ont pas été précis, absolument pas. Donc si c'est un rapport 11 septième, donc autrement dit, ces 4,97 m, eh ben, on peut leur attribuer la valeur 11. Ça veut dire que l'unité de base, ben, c'est 4,97 m divisé par 11. Si je multiplie ça ensuite par 7, j'aurai les 3,16 m ici. Et ce qui est drôle, c'est que, je vous rappelle, on a 11 mètres ici. Donc là, on a 11 mètres, et là, on a le chiffre 11, qui vaut 11, un onzième de cette longueur-là. C'est juste amusant de retrouver ce chiffre 11 là en mètres, et ici 11 également. Ça c'est pareil, ça fait partie de ces petites subtilités mathématiques, géométriques et numériques, assez caractéristiques d'une science ancienne qui utilise les nombres et la géométrie. Intéressons-nous maintenant à la chambre vue sur la hauteur. Alors ça c'est vraiment passionnant aussi, accrochez-vous. La largeur de la chambre, on la connaît. La hauteur, 6,84 m. Le rapport entre la hauteur et la largeur, c'est 11 huitièmes, un rapport en nombre entier. Et là, pareil, beaucoup de gens ont tendance à croire qu'il s'agissait d'un nombre entier de coudées, c'est-à-dire on pensait qu'il y avait 13 coudées, par exemple. Pas du tout. Il n'y a pas 13 coudées, l'erreur est trop importante. C'est volontaire, on a volontairement dépassé les 13 coudées pour avoir le rapport 11 huitièmes. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça implique quelque chose quand même de très important. C'est que si je fais un cercle ici, qui a pour diamètre la largeur de la chambre, ensuite je fais un grand cercle qui lui a pour diamètre la hauteur de la chambre, et je viens glisser à l'intérieur un petit cercle
qui est dont le diamètre est la différence entre ces deux cercles, comme ceci. Eh bien, le cercle bleu et le cercle jaune sont exactement aux proportions de la Terre et la Lune. Ils sont exactement aux proportions de la Terre et la Lune. Je vous rappelle qu'on parle depuis le début des relations entre l'astronomie, les périodes de révolution de la Terre et de la Lune, là, depuis qu'on commence cette petite présentation. Et là, vous avez les proportions de la Terre et de la Lune clairement codées dans le profil de la chambre. C'est juste factuel, hein. Mais c'est pas terminé parce qu'il y a d'autres choses vraiment importantes avec ce cercle de la Lune. Parce que ce cercle, du coup, on peut calculer le diamètre, il suffit de faire la hauteur totale moins la largeur de la chambre. On a un diamètre qui fait 1,86 m et 5 mm. Si je mesure le périmètre de mon cercle, je multiplie par pi et j'obtiens 5,85 m et 9 mm. Et là, cette mesure, elle est connue. Dans la chambre haute de la Grande Pyramide, c'est la hauteur du plafond. La hauteur du plafond de la chambre haute, c'est 5,85 m et 9 mm. Ce qui veut dire qu'en fait, cette hauteur, c'est aussi, donc 5,85,9 m. Si je le divise par racine de 5 sur 2, j'obtiens 5,24 m, autrement dit, la hauteur ici. Et c'est important ce racine de 5 sur 2. Je l'ai dit déjà dans la vidéo précédente sur la chambre de la reine, parce que dans la chambre haute de la pyramide, la largeur de la chambre, si vous la multipliez par racine de 5 sur 2, vous avez sa hauteur. Et dans la chambre de la reine, si vous multipliez la largeur de la chambre, ou si vous divisez la largeur de la chambre par racine de 5 sur 2, vous obtenez la hauteur du plafond. Donc dans une chambre, on utilise la largeur multipliée par ce nombre, et dans l'autre, on divise la largeur par ce nombre pour avoir la hauteur de plafond. Et donc là, retrouver ce même nombre racine de 5 sur 2, là ici, qui permet d'expliquer comment on vient mettre la Lune ici et déterminer la hauteur là, c'est pareil, c'est pas un coup de chance, c'est un principe. On utilise racine de 5 sur 2, c'est un principe. Et je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, allez la voir si vous l'avez pas vue, mais racine de 5 sur 2, c'est ce qui détermine. C'est assez fou cette histoire, mais c'est vraiment quelque chose qui vient déterminer euh, euh, le rapport qu'il y a entre la périgée et l'apogée de la Lune, c'est-à-dire ses positions extrêmes, plus ou moins près ou loin de la Terre. Voilà, c'est le même rapport. Le rapport entre la distance la plus courte et la distance la plus longue, c'est exactement racine de 5 sur 2. Allez voir, voilà, il faut voir ces deux vidéos l'une après l'autre. Franchement, c'est du lourd qu'on a envoyé là. Allez, on va s'intéresser maintenant au coffre. Alors le coffre de la chambre de Kephren. Alors c'est pas le coffre de la chambre de Kephren, j'en ai mis un autre pour illustrer ici, voilà, mais parce que la photo était jolie. On va s'intéresser à ce coffre parce que il est très intéressant. Alors vous avez le plan de Gilles Dormion à droite et puis à gauche les mesures faites par Petri en pouces qu'il faut donc convertir et elles sont à peu près raccord, hein, il a trouvé les mêmes valeurs, Gilles Dormion, mais Gilles Dormion a parfois arrondi. Il donne les mesures en arrondissant au centimètre près. Vous avez parfois 21, 97, 23, 19, donc des nombres entiers qui sont peut-être un peu arrondis, et au mieux, il est au demi-millimètre, quoi. Enfin, au demi-centimètre de précision. Donc, je vais plutôt travailler avec le plan de Petri qui, lui, est brut et pas du tout interprété. On a des mesures telles quelles. Mais le plan de Gilles Dormion permet de confirmer et de vérifier que c'est cohérent. Alors, c'est parti. Il faut savoir que dans ce coffre, quand vous essayez de mesurer en coudée royale, ou en paume, hein, si vous voulez, un septième de coudée, ou en doigt de la coudée, eh bien, il n'y a rien qui marche. Vous tombez pas sur des coudées entières, ni sur des palmes entières, rien. À croire que la coudée n'a pas été employée. Et ça, c'est vrai sur la plupart des coffres que j'ai étudiés.
Sur le coffre de la chambre de Khéops, c'est pareil, rien n'est encodé. J'ai eu l'occasion d'étudier des plans qui ont été faits des coffres gigantesques dans le Sérapéum, où il y a des coffres gigantesques, là, dont on dit que c'était pour des taureaux. C'était un internaute de la chaîne Mysteria qui les avait envoyés. Et pareil, il n'y a rien encodé, quoi. C'est assez étonnant. Autant sur les pyramides, on va trouver des nombres entiers de coudées, mais là, rien. Rien du tout. Alors, par contre, ce qu'on peut constater tout de suite, par exemple, c'est que là, le rapport entre la largeur du coffre et l'intérieur du coffre, puisqu'il y a une épaisseur de paroi, le rapport entre les deux, c'est racine de 3 sur racine de 2. Deux nombres irrationnels qui ont été combinés et dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Juste pour rappel, la pyramide rhomboïdale, vous savez, celle qui a une pente qui d'un seul coup change de pente. Eh bien, la hauteur du premier niveau vaut racine de 2 et la hauteur du deuxième niveau vaut racine de 3. C'est les mêmes proportions. Le plateau de Gizeh, la largeur du plateau par la longueur, c'est racine de 2 par racine de 3. C'est quelque chose de constant et récurrent chez les Égyptiens, de combiner ces deux nombres-là. Et là, on le trouve dans le coffre. Juste pour information, la longueur du coffre à l'intérieur, là, si je la multiplie par 100, c'est la largeur de la grande pyramide, enfin de la pyramide de Képhren, à quelques centimètres près. Autre curiosité, maintenant si on prend le rapport entre la hauteur du coffre et la largeur, sa longueur, pardon, on obtient racine de 5, 2,235, c'est-à-dire que là, normalement c'est 2,236, mais on a quasiment racine de 5, c'est-à-dire on est au millimètre près. Même pas, je crois que c'est 2 dixièmes de millimètre. Donc pareil, on voit très bien, très clairement que ce coffre a été pensé, dont les dimensions sont pensées pour qu'il y ait des relations avec des nombres irrationnels. Ça fait aucun doute. Regardons maintenant le coffre un peu plus en volume. Si on fait le rapport entre sa largeur et sa hauteur, cette fois-ci on a un nombre entier, un rapport en nombre entier qui est 11,10. C'est pas un irrationnel. On a un rapport 11,10. Alors là c'est drôle parce que le rapport entre la longueur du coffre et la hauteur, 2,719. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemble au nombre de Euler, nombre E on appelle ça, un nombre exponentiel qui est une constante mathématique, moins connue que le nombre pi, mais très importante quand même. Je veux dire, on est à un millième près, on a le nombre E, c'est quand même étonnant. Est-ce que c'est un coup de peau? On va creuser un peu la question. Alors déjà, le nombre E, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les Égyptiens connaissaient-ils le nombre E? Alors déjà, ce nombre-là, c'est un nombre qui est vraiment important pour modéliser tout un tas de phénomènes qui impliquent des variations exponentielles ou périodiques dans les sciences exactes, et notamment on l'utilise en biologie, dans la duplication des cellules, en mathématiques, en sciences physiques, en électronique et même en économie. Pour calculer vos intérêts, le nombre E est utilisé. Bref, c'est vraiment un nombre qui a des applications concrètes dans plein de domaines courants. Eh bien, le volume de ce coffre, on peut le calculer assez facilement. Je vous rappelle que la longueur du coffre par la hauteur donne le nombre E, à un millième près. Mais si je mesure le volume du coffre, qu'est-ce que je trouve? 2,718,24 mètres cubes. C'est exactement le nombre E, à 5 places de décimales près, en mètres cubes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant. Alors, oui, mais bien sûr, là, j'imagine bien tout un tas de gens, ouais, mais ils connaissaient pas le mètre. Ça, c'est pas vrai, ils connaissaient parfaitement la mesure métrique. On en a des moultes preuves et exemples. Et pour s'amuser un peu, sachez que la diagonale de ce coffre mesure 3 mètres. Pour être précis, 3,00, il y a 1 millimètre de trop. Voilà. Mais bon, ça veut dire qu'on a 3 mètres, quoi. Et je vous rappelle, le couvercle, il était posé sur la diagonale, hein. À mon avis, c'est peut-être une petite indication, quoi. Faut aller chercher quelque part dans la diagonale.
Mais retrouver un nombre entier de mètres dans la diagonale du coffre dont le volume est en mètres cubes, le nombre E, je veux pas dire, c'est pas un coup de peau. Non, c'est pas un coup de peau. Et on va creuser un peu cette question. C'est des choses que j'ai déjà évoquées, mais dans d'autres vidéos il y a longtemps. Du coup, je le mets là, ça va faire plus sens. Prenons, par exemple, la base de la grande pyramide. On la connaît, sa hauteur, maintenant. Donc ça, c'est les dimensions de la grande pyramide. Et prenons la largeur de la pyramide de Képhren, mais cette fois-ci non pas en mètres, mais en pouces. Alors vous vous dites, mais pourquoi en pouces? Ben, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait où je parle des recherches de Melissa Campbell, que j'ai combinées avec les miennes. Et dedans, très clairement, nous montrons, avec aussi des recherches de Howard Crowhurst, que le pouce était connu, employé en Égypte. Mais alors, c'est un truc de fou cette histoire. Je vous invite vraiment à voir cette vidéo avec Mélissa. Je l'ai fait il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. C'est évident. Les Égyptiens connaissaient aussi les mesures anglaises. L'origine des mesures anglaises, c'est pas au Moyen Âge chez les Anglais. Non, non, c'est quelque chose qui était bien plus ancien et qui s'est baladé jusqu'en Égypte. Eh bien, regardez bien. Si je divise la hauteur de la pyramide par le nombre E, j'obtiens la valeur en pouces de la pyramide de Képhren. Et c'est précis au centimètre près. Allez-y, prenez votre calculette. Vous avez ici les dimensions données par Glenn Dash de la grande pyramide, c'est ce qu'on a le plus précis aujourd'hui. Divisé par le nombre E, voilà, vous allez tomber au centimètre près sur les dimensions en pouces de la pyramide de Képhren. C'est assez étonnant. Mais c'est pas terminé, parce que si je divise la hauteur de la grande pyramide par le nombre d'or, du moins un tiers du nombre d'or, j'obtiens pareil exactement le nombre E, avec une précision remarquable. Remarquable. Ça n'est pas possible que ce soit des coïncidences. Euh, Ça me paraît évident que ces Égyptiens avaient connaissance de ce nombre-là. Et c'est assez fou parce que autant nombre pi, ok, on peut s'en servir pour calculer des volumes, des circonférences, enfin ce qu'on veut, mais le nombre E, les applications sont pas d'ordre géométrique, elles ont des applications différentes. Ça va dans la chimie, dans la biologie, dans des dans des sciences qui sont pas aussi pratiques. Donc c'est très étonnant, très étonnant. Mais moi, je suis certain qu'ils connaissaient ça. Il faut chercher d'autres indices, il faut l'avoir en tête. Et je vais m'en arrêter là. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures où je pense que je parlerai prochainement de la chambre de la pyramide de Ounas parce que celle-ci, elle est vraiment intéressante aussi. Allez, à bientôt.